Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons parler de la partie 3 du travail d'analyse grammaticale. Dans le travail d'analyse grammaticale, on devait utiliser un corpus. C'est celui-là ici que nous avons utilisé. Pour la partie 3, on utilise plus précisément la phrase en bleu et en vert. Donc, pour commencer, la question 1. Dans la question 1, on demande quelle est la classe du mot, en gras et entre crochets dans le texte. Donner une caractéristique sémantique, une morphologique et une syntaxique de cette classe de mots en contexte. Bien sûr, le contexte ici, c'est le corpus. Donc, la phrase que nous avions à analyser est la suivante. Quelques mots sans prétention, qu'il laissa tomber en passant, leur prouvèrent que les sciences ne lui étaient pas étrangères. Il paraissait surtout s'être particulièrement occupé de chimie. Donc, le mot que nous avions à analyser est en rose, entre crochets et en gras. On est sûr de ne pas le manquer. On a réfléchi un peu, puis après réflexion, on s'est vraiment dit que la classe de ce mot-là, c'était un pronom personnel. Donc, c'est un pronom de reprise qui reprend le nom Comte de Monte-Cristo qu'on voit dans notre beau corpus ici. Donc, on a vraiment dû reprendre le corpus pour analyser, OK, lui, c'est un pronom personnel. Quel nom il reprend ici? Donc, il reprenait vraiment le comte de Monte-Cristo, qui est un groupe nominal, bien sûr. Donc, ça ici. Puis, pour être vraiment sûr que c'était ça qu'il reprenait, bien, dans le fond, on a juste remplacé lui par le comte de Monte-Cristo. Puis, ça donnait ça ici. Donc, quelques mots sans prétention qu'il laissa tomber en passant, leur prouvèrent que les sciences n'étaient pas étrangères au comte de Monte-Cristo. Donc, ça fonctionnait super bien. Donc, on était certain qu'on avait fait le bon choix. Ensuite, on s'est questionné un peu par rapport au fait, est-ce que c'est masculin, singulier, féminin, pluriel? Donc, pour bien comprendre, on est allé voir sur Alloprof. Alloprof indiquait que le pronom personnel, lui, était généralement masculin singulier, mais que parfois il pouvait désigner un antécédent féminin. Donc là, on s'est dit, OK, l'antécédent ici, c'est le comte de Monte-Cristo. Le comte de Monte-Cristo, eh bien, c'est masculin singulier. Donc, ici, le pronom personnel est masculin singulier. Également, c'est un complément de l'adjectif, donc l'adjectif étrangère. Pour s'assurer que c'était bel et bien un complément, on a ajusté la phrase pour le démontrer. Donc, en disant quelques mots sans prétention qu'il laissa tomber en passant, leur prouvèrent que les sciences n'étaient pas étrangères à lui. Donc là, on voit vraiment que lui est un complément de l'adjectif. Je vais donc poursuivre avec la question 2. Dans la question 2, on demande ce mot est-il le noyau d'un groupe dans la phrase du corpus où il apparaît? Fait-il partie de l'expansion d'un groupe? Justifiez votre réponse. Donc, on se rappelle que la phrase que nous sommes en train d'analyser est la suivante. Donc, il y a quelques mots sans prétention qu'il laissa tomber en passant, leur prouvèrent que les sciences ne lui étaient pas étrangères. Il paraissait surtout s'être particulièrement occupé de chimie. Donc, là, quand j'ai regardé ça, avec la question numéro 1, on savait déjà que lui, c'était un pronom personnel disjoint. Donc, en sachant que c'est un pronom, j'ai quand même cherché par rapport à ce que c'était un noyau avant de vraiment développer plus. Donc, le noyau d'un groupe, c'est le mot qui donne au groupe le nom de sa classe et qui commande aussi sur le plan syntaxique les autres unités du groupe appelé expansion. Donc là, j'ai regardé. Lui, on sait que c'est un pronom. Après ça, est-ce qu'il pourrait avoir une expansion? J'ai vraiment comme analysé. Ça a été quand même assez complexe parce que j'ai eu plusieurs théories. Puis finalement, j'ai dû vraiment comme chercher dans les notes c'était quoi la bonne réponse à tout ça. Donc, lui, c'est vraiment un pronom personnel. Donc, les pronoms en tant que tels ne sont jamais noyaux. Donc, ils ne sont pas un groupe. Il y a... Les pronoms sont en fait une unité qui a une fonction syntaxique. Il y en a certains qui peuvent avoir des expansions, comme par exemple les pronoms démonstratifs ou relatifs. Eux peuvent parfois avoir des expansions,
mais les autres, c'est ni des noyaux, puis ils ne peuvent pas avoir des expansions. Donc là, ça répondait un peu à mes deux questions en même temps. Bien sûr, j'ai fait des recherches pour m'assurer que c'était vraiment c'était vraiment bon. Donc, d'abord, on dit que c'est vraiment plus, c'est pas un noyau, parce que c'est beaucoup plus pertinent pour un élève de comprendre que le pronom reprend quelque chose et qu'il reprend un autre groupe. Donc là, par exemple, ici, j'ai constaté en lisant le texte au complet que lui reprenait le conte de Monte Cristo. Et ça, c'est un groupe. Donc, c'est beaucoup plus pertinent pour un enfant, un élève, de voir que ce pronom-là reprend un groupe et puis là, d'analyser ce groupe-là qui, par exemple, ici était un GN, donc très simple à quand même analyser. Puis le GN n'ayant pas vraiment d'expansion ici, mais encore là, on se retrouve dans pas d'expansion. Donc, ça, c'est le premier point qui est beaucoup plus pertinent pour les élèves d'apprendre d'apprendre le groupe qui est celui qu'on reprend. Après ça, on dit aussi que c'est beaucoup plus simple par rapport aux régularités des unités de classe par rapport aux pronoms. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir une certaine régularité avec les pronoms. Donc, c'est pas mal ça par rapport à ça. Parfait, donc nous sommes maintenant rendus à la question 3, où on veut savoir il y a combien de phrases syntaxiques dans la phrase graphique ci-dessous. La première chose qu'on doit savoir, c'est la définition de la phrase syntaxique. Nous, on a choisi d'utiliser celle de la banque de dépannage linguistique. Donc, qui dit que la phrase, comme unité syntaxique autonome, elle est généralement constituée de deux éléments obligatoires, dont le groupe sujet et le groupe prédicat. Donc, comme technique, on est venu chercher dans les petits groupes de mots lesquels comprenaient et un sujet et un prédicat. On a trouvé 4 phrases, dont la grande phrase en bleu qui, elle, comporte 2 subordonnées qui, elles, sont aussi des phrases syntaxiques à part entière. Donc, on trouve dans la phrase syntaxique 1 qui comporte un sujet et un prédicat de la subordination. On introduit une subordonnée relative explicative qui est la jambe, puis une subordonnée complétive, complément direct du verbe qui est celle soulignée. Si nous n'étudions que la première d'entre elles, nous remarquons en utilisant la manipulation syntaxique de l'encadrement qu'elle comporte un sujet, le Q apostrophe. Elle comporte aussi un complément de phrase que l'on identifie par déplacement et un prédicat. Donc, c'est bel et bien une phrase syntaxique. Dans la phrase graphique, on l'encadre de virgule parce que c'est une subordonnée explicative. La deuxième subordonnée est elle aussi une phrase syntaxique puisqu'elle comporte un sujet et un prédicat, le sujet qui est les sciences et ne lui était pas étrangère. On a notre prédicat. La quatrième phrase syntaxique est liée aux autres par un point-virgule, donc on a un mécanisme de jonction de phrases ici, la juxtaposition. C'est la phrase verte. Il paraissait surtout s'être particulièrement occupé de chimie. Elle comporte elle aussi donc un sujet et un prédicat à elle propre. Pour les compléments directs et indirects qu'on retrouve dans les phrases précédentes, les phrases syntaxiques précédentes, il est possible d'utiliser la pronominalisation pour être certain qu'il s'agit bel et bien de compléments directs et de compléments indirects en disant des en, etc. Donc, on a utilisé ici les mécanismes de jonction de phrase, la juxtaposition et la subordination. Donc ça permet de séparer les phrases syntaxiques dans la phrase graphique. Donc, pour la question 4, on veut savoir si la phrase qui suit est bel et bien conforme au modèle P. Bien évidemment, on veut savoir en premier lieu c'est quoi les caractéristiques du modèle P. Donc, ce sont les suivantes, comme il a été mentionné dans une vidéo du cours. Elle doit avoir la forme affichée sur l'acétate ici. Donc, on a sujet plus prédicat plus un complément de phrase qui est déplaçable et facultatif. Donc, pour le sujet, pour vérifier ces conditions, nous ferons appel aux manipulations syntaxiques de la grammaire rénovée. Donc, étant donné que le complément de phrase peut être déplacé, nous identifions le groupe de mots en rose comme étant le complément de phrase. Et on peut aussi encadrer le C apostrophe par c'est qui en disant c'est cela qui. Il s'agit alors du sujet. On peut aussi identifier le prédicat en cherchant le verbe conjugué, soit le noyau.
On peut pronominaliser la phrase subordonnée de la phrase principale par cela en disant « c'eût été une trop mauvaise plaisanterie à lui faire en échange de son excellente table, cela ». À la page 36 du manuel Mieux enseigner la grammaire, Chartrand, Laure et Lépine mentionnent aussi qu'une phrase conforme au modèle P, ça doit être de type déclaratif, actif, neutre, affirmatif et personnel. Donc maintenant qu'on a trouvé qu'il y avait les bons constituants dans le bon ordre, on va aller vérifier les autres caractéristiques. Donc, comme on le voit ici dans un petit tableau, on constate d'abord que la phrase est déclarative à l'absence d'un signe de ponctuation exclamatif ou interrogatif. Il n'y a pas non plus de verbe impératif, donc c'est vraiment une phrase déclarative qui déclare quelque chose. Pour vérifier que la phrase est bien active, il faut s'assurer que les verbes ne sont pas faits par quelqu'un ou quelque chose. La BDL nous informe que le sujet et les compléments du verbe sont généralement inversés dans la phrase passive et qu'on y trouve généralement un participe passé suivi de la préposition par. Et c'est pas le cas visiblement de la phrase plus haut. Dans la phrase empathique, il y a un dédoublement et ici le nom auquel est rapporté le pronom lui, il n'est pas présent dans la phrase. Donc on n'a pas de dédoublement. Donc il s'agit d'une phrase neutre. Quant à elle, la phrase négative doit obligatoirement comporter deux éléments qui expriment la négation, donc un ne pas, comme par exemple, puisqu'il n'y en a pas dans la phrase, elle est alors positive. Selon la BDL, une phrase impersonnelle comporte obligatoirement un il impersonnel qui est généralement suivi d'un complément direct du verbe impersonnel. Ce n'est pas le cas dans la phrase étudiée. Donc, il est possible de conclure que la phrase étudiée en haut est bel et bien conforme au modèle P selon les critères qu'on vient juste de voir. Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo pour la partie 3 du travail. Donc maintenant, je vous présente juste ici assez rapidement les références pour chacune des questions. Donc la question 1, vous pourrez mettre sur pause. La question 2, la question 3, ainsi que la question 4. Merci beaucoup!